c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. On est le 26 juillet 2019 et Parker Lewis publie sur le site d'Unchained Capital un article intitulé « Gradually then Suddenly », article qu'il nous présente en fait comme le premier d'une longue série du même nom qui prévoit de publier au cours des semaines suivantes. Alors, Gradually then Suddenly fait directement référence à la description qu'Ernest Hemingway fit du processus lent puis soudain de la banqueroute, et en français, cette série s'intitule donc Graduellement d'abord, puis soudainement. C'est une série qui compte 16 articles, tout autant de perspectives complémentaires que Parker Lewis partage avec nous pour analyser Bitcoin de façon à la fois poussée et très structurée. C'est une véritable bénédiction pour tous les Bitcoiners qui découvrent alors l'étendue et la profondeur de ce travail. Gradually then Suddenly devient vite et demeure encore 3 ans plus tard aujourd'hui un contenu éducatif de référence pour toute personne désireuse d'enrichir sa compréhension de Bitcoin. Cette série, elle produit quantité d'arguments permettant de renforcer chez les Bitcoiners la conviction qu'ils ont bel et bien trouvé en Bitcoin la meilleure monnaie jamais créée. Parker explique par A plus B pourquoi et comment cette technologie monétaire supplantera toutes ses concurrentes, progressivement d'abord, puis soudainement. Une bonne moitié des articles mettent en avant le caractère unique, les propriétés supérieures et la nature providentielle de Bitcoin dans le contexte du système monétaire en place et de l'évolution des politiques monétaires, tandis que l'autre partie des articles s'attache à réfuter avec une efficacité sans pareille les principales attaques perpétrées contre Bitcoin et les mythes et autres idées fallacieuses colportées par des médias en manque d'inspiration ou d'indépendance. Alors, pourquoi podcaster cette longue série d'articles ? Bien, leur qualité, d'abord, elle est telle qu'on a rapidement envie d'en lire et d'en écouter toute la série. Et la communauté de Bitcoiners francophones s'y est pas trompée et s'est d'ailleurs déjà bien mobilisée pour en traduire et en lire une bonne partie. Je m'implique aussi personnellement activement dans ce travail pour réunir sous format écrit et audio l'ensemble de la série. Mais il y a aussi une raison plus spécifique pour laquelle je tiens à ce que tous ces articles soient accessibles en français, en version écrite et audio. Cette série, elle constitue, de mon point de vue, une arme redoutable et donc infiniment précieuse dans la chasse au FUD que tout Bitcoiner se doit à un moment donné de livrer. Alors, comme je viens de te l'expliquer, la série Graduellement d'abord puis soudainement comprend 8 articles qui abordent de manière spécifique les principaux mythes et clichés fallacieux diffusés sur le Bitcoin. Ce sont les principaux FUD dirigés contre Bitcoin. FUD, ça s'écrit F-U-D et ça renvoie au terme anglais Fear, Uncertainty and Doubt, donc les craintes, les incertitudes, les doutes. Et l'examen de ces FUD, le travail de recherche autour de toutes ces craintes, ces incertitudes, ces doutes que nous pouvons cultiver à un moment ou à un autre à l'égard de Bitcoin,
ce travail d'analyse, c'est une composante absolument essentielle de l'apprentissage de Bitcoin. Alors, au risque de me répéter un peu ici, je dirais que l'apprentissage de Bitcoin, c'est vrai que c'est dense, mais ça ne requiert pas de capacité cognitive hors du commun. Par contre, c'est vrai qu'il faut y consacrer du temps, pas mal de temps, et il faut tâcher de mettre la main sur ce qu'il y a de mieux en termes de contenu éducatif. Ça veut dire des contenus qui sont à la fois fiables et adaptés en fait à tes capacités de compréhension du moment. Donc si tu découvres Bitcoin, là c'est génial d'être enthousiaste et en fait on a toutes les raisons de l'être. Ça va en plus te permettre de progresser beaucoup plus rapidement, mais parce qu'il y a un mais il faut aussi que tu t'autorises le doute. C'est très important. En fait, on a coutume de dire parmi les bitcoiners que ce doute, ce scepticisme, il est on ne peut plus normal, il est sain et à vrai dire, il est préférable. Donc évite à tout prix de réprimer tes doutes, de les planquer, de les ignorer. Il vaut mieux douter et produire l'effort d'étudier pour éclaircir ses doutes pendant une période assez calme sur les marchés, comme en ce moment, que d'attendre une période de montagne russe avec des hausses et des baisses spectaculaires du cours de Bitcoin pour te laisser envahir par tout un tas de FUD, de doutes, de peurs qui ne manqueront pas de se déployer dans ton esprit précisément dans ces conditions chaotiques et qui pourraient venir déstabiliser ta conviction naissante et t'amener à prendre des décisions que tu pourrais regretter par la suite. Si tu adhères à certaines de ces idées fausses, ou même si tu laisses juste paresseusement un flou se développer autour de ces idées, écoute, ça peut induire des états de panique lors de périodes très mouvementées sur les marchés. Donc ma recommandation, elle est simple, pour pas se laisser dominer par ces FUD, ces doutes, ces peurs qui peuvent très légitimement nous habiter à mesure que l'on découvre Bitcoin. La recommandation, c'est de faire le boulot, de les regarder en face, d'accepter leurs effets sur nous et de les analyser et de les réfuter par la raison. Cette chasse au FUD, en fait, c'est une étape clé du parcours d'apprentissage qui t'est proposé sur btctouchpoint.com. Ça fait partie des activités préliminaires, des activités qui sont assez incontournables, un petit peu comme un tronc commun, qu'il faudrait idéalement compléter avant de se lancer dans une exploration de Bitcoin selon un parcours plus sur mesure, adapté à ton profil, à tes attentes, à tes centres d'intérêt, etc. Et cette chasse au FUD, un peu comme tout ce qu'on cherche à faire sur le site, c'est progressif. En fait, si tu vas sur la page du site, tu verras, ça démarre plutôt en douceur avec une vidéo d'introduction qui te donne un aperçu général des FUD. C'est une vidéo qui est basée sur le superbe travail d'Anil. Et ensuite, un peu plus bas sur la page, tu peux dérouler 3 listes assez exhaustives des différents FUD avec une description de chaque critique et puis sa réfutation. Et là, je me suis appuyé sur les travaux sérieux de Bitcoin Q&A et Case Bitcoin. Et puis, l'étape d'approfondissement suivante, eh bien, c'est précisément cette série, graduellement d'abord, puis soudainement, que j'ai donc vraiment à cœur de te proposer dans toute son intégralité, en version écrite et audio. Donc, voilà pour cette longue intro à la série. Je serai sans doute beaucoup plus succinct lors des prochains épisodes, mais là, ça me semblait important de t'expliquer un petit peu l'enjeu autour de cette série d'articles. Voilà, on y va, c'est parti pour les 2 premiers épisodes. Ah oui, j'allais oublier, on a ces 2 épisodes en fait ont été traduits par Théo Mogenet, qui est économiste, fervent défenseur de l'école autrichienne d'économie. Il est fondateur de l'Institut Bitcoin et on lui doit aussi un cours d'introduction à l'économie autrichienne que je vous recommande vivement, qui est d'ailleurs gratuitement accessible sur le site Découvre Bitcoin. Et puis il est aussi l'auteur d'une très bonne présentation qui nous a donné lors de l'édition 2022 de la conférence Surfing Bitcoin. Voilà, je vous laisse toute une série de liens parmi les notes et puis on y va avec ce premier épisode. Introduction.
Voici le premier article d'une série hebdomadaire inspirée par mes amis Marty Bent et Saifedean Ammous que j'ai décidé d'écrire au sujet de Bitcoin. L'éducation est un aspect très important de Bitcoin et j'espère qu'en distillant mes propres pensées, je vais pouvoir aider d'autres à accélérer leur compréhension de ce sujet complexe. J'ai intitulé cette série « Graduellement d'abord, puis soudainement ». Cette description du processus de faillite par Hemingway est aussi la façon dont les monnaies garanties par les gouvernements expérimentent l'hyperinflation et souvent la manière dont les gens viennent à comprendre Bitcoin. Graduellement d'abord, puis soudainement. Ces écrits traiteront généralement de Bitcoin, mais également de la Fed et de l'économie monétaire, car ces sujets sont intimement intriqués. Par souci de concision, cette série s'attachera à délivrer mes principales conclusions et opinions, plutôt qu'à présenter chacun des détails m'y ayant mené. Mon intention est de donner un aperçu de mon fil de pensée et de fournir une feuille de route à ceux qui voudraient en savoir plus. Mon ambition est de toucher une audience plus large, au-delà de ceux qui ont accompagné ma propre aventure, et d'aider ceux restés à la périphérie à mieux comprendre pourquoi tant d'entre nous se concentrent sur le sujet du Bitcoin. Les vues exprimées ici sont les miennes et n'engagent ni Unchained Capital, ni mes collègues. J'espère que vous apprécierez cette lecture et je vous invite à me partager vos retours. Bitcoin, c'est de la monnaie. Ou plutôt, Bitcoin est devenu de la monnaie, en ce qui me concerne. Ce fut un processus lent, impliquant de nombreux déclics intellectuels, qui commença par la question « Qu'est-ce que la monnaie ?» C'est à ce stade que débute le réel terrier du lapin, et pas le terrier du lapin conduisant au ticket de loterie type « La blockchain est en train de changer le monde ». Non, il s'agit bien de celui qui tente de répondre à la question « Pourquoi les euros que j'ai dans ma poche sont considérés comme de la monnaie ?» Pourquoi des centaines de millions de personnes échangent chaque jour le fruit de leur labeur contre ce bout de papier ou sa représentation numérique? Il est difficile de poser la question, mais encore plus d'y répondre. Il s'agit de quelque chose que chacun doit aborder à sa manière, selon son propre agenda et en étant guidé par sa propre expérience. Pour comprendre Bitcoin, il faut d'abord s'intéresser à cette question. En ce qui me concerne, le cheminement fut d'abord de comprendre pourquoi l'or a été une monnaie. Ceci impliquait de comprendre quelles étaient les propriétés uniques faisant de quelque chose une forme de monnaie plus ou moins bonne, et ce qui différenciait la monnaie de tous les autres biens économiques. L'étalon Bitcoin me guida à travers ces questions, non pas à la manière d'un évangile, mais plutôt comme une matrice de base à partir de laquelle penser cette problématique. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à appliquer cette matrice de pensée à mes propres expériences, ainsi qu'à ma propre compréhension du système financier et de ses défauts, que tout cela est devenu intuitif. Et il se peut qu'il s'agisse d'une évidence, que Bitcoin est intuitif comme monnaie, pour ceux qui ont passé des années à penser le sujet à partir de principes monétaires. Mais il faut reconnaître que Bitcoin n'a rien d'intuitif. C'est d'abord extrêmement non intuitif, avant que cela devienne intuitif et finisse ensuite par être hyper intuitif. Au cours de mon cheminement de pensée, j'ai trouvé très utile de considérer Bitcoin relativement à deux repères, l'or et le système financier adossé au dollar. Est-ce que A, Bitcoin, partage les propriétés de B, qu'il s'agisse de l'or ou du dollar respectivement? Est-ce que A est meilleur que B? Question essentielle car il n'y a pas de réponse absolue en matière de monnaie. Il s'agit d'un choix entre une réserve de valeur et une autre, ce qui implique toujours des compromis. Sans comprendre les défauts du système financier, qu'il s'agisse de l'euro, du dollar, du yen, du bolivar ou du peso, je n'aurais jamais pu arriver à considérer Bitcoin comme une monnaie. On a là deux graphes qui sont insérés dans le texte. Le premier nous présente la perte de la valeur de la monnaie turque, la lire, le pesos argentin et le bolivar vénézuélien face au dollar entre 2009 et 2019, où on voit que la lire turque a perdu 83% de sa valeur, le peso argentin 91% de sa valeur et le bolivar 99% de sa valeur. Et le second graphe nous montre sur la même période, donc 2009-2019, l'évolution du bilan des banques centrales américaines, japonaises et européennes
qui passe pour la Fed de 0,9 trillions de dollars à 3,8 trillions de dollars. Pour la banque japonaise, la Banque du Japon, on passe de 1 trillion à 5,2 trillions. Et pour la Banque européenne, la Banque centrale européenne, on passe de 1,8 à 5,3 trillions. Lorsque je travaillais chez Deutsche Bank durant la crise financière, je n'avais aucune base à partir de laquelle comprendre ce qui se passait. Ce n'est que 10 ans plus tard, après avoir travaillé dans le monde de la restructuration financière et pour un fonds d'investissement macro, que j'ai commencé à développer une compréhension plus claire des événements de 2008-2009. À travers mes propres recherches sur la crise financière de 2008, sur la Fed et surtout sur l'impact de l'assouplissement quantitatif, je suis arrivé à la conclusion que le problème principal était que le système financier opérait avec un ratio de levier d'environ 150 pour 1, trop de dettes et pas assez de dollars, et que ce ratio de levier dément n'avait pu être rendu possible que par la politique de la Fed qui, durant les 3 décennies précédant la crise, avait systématiquement empêché toute baisse du ratio de levier global. De plus, il me devint apparent que la solution, l'assouplissement quantitatif, avait simplement causé une décennie de métastase d'un système de crédit structurellement insoutenable et ainsi rendu inévitable le recours futur à l'assouplissement quantitatif. J'étais convaincu qu'indépendamment de la survie du Bitcoin, le système financier fonctionnait en hypothéquant le futur et que d'une manière ou d'une autre, il allait nécessairement devoir s'affranchir de toute orthodoxie monétaire. Ensuite, j'ai compris que Bitcoin était doté d'une offre limitée. Saisir comment et pourquoi cela est possible est la base de la compréhension de Bitcoin comme monnaie. En arriver là requiert un investissement personnel conséquent afin de comprendre comment les incitations économiques sont associées à l'architecture technique de Bitcoin et pourquoi Bitcoin ne peut être copié ou falsifié, ou plus exactement pourquoi les incitations à la coopération sont si fortes et les coûts d'opportunité si élevés que la défection ne peut advenir. Il s'agit d'une longue route, mais elle nous conduit directement à réaliser qu'un réseau d'agents économiques rationnels, opérant un système monétaire basé sur l'adhésion volontaire, ne va pas massivement décider de dévaluer la monnaie que chacun de ses membres a volontairement choisi d'utiliser comme véhicule d'épargne. En retour, cette réalité, ou ce système de croyance, soutient et renforce les incitations économiques de Bitcoin, son architecture technique et ses effets réseau. En fin de compte, ce n'est pas simplement que le code logiciel de Bitcoin impose une limite absolue de 21 millions de Bitcoin, il s'agit plutôt de comprendre pourquoi cette politique monétaire est crédible et résiliente et comment Bitcoin offre une rareté vérifiable. Tout le monde ne peut comprendre cela en l'espace d'une journée. Ça ne s'explique pas durant un cocktail, c'est une réalité qui s'appréhende petit à petit et se renforce au cours du temps par l'expérimentation de cette structure d'incitation économique qui, bloc après bloc, environ toutes les 10 minutes, nous montre son efficacité. Lorsqu'on le compare alors au système basé sur le dollar ou même à celui de l'or, Bitcoin devient plus intuitif. En somme, si vous essayez de comprendre Bitcoin comme monnaie, commencez par étudier le dollar, l'or, la Fed, l'assouplissement quantitatif et pourquoi l'offre de Bitcoin est fixe. La monnaie n'est pas simplement une hallucination collective ou un système de croyances, cela n'aurait pas de sens. Bitcoin existe en tant que solution aux problèmes monétaires posés par l'assouplissement quantitatif tous azimuts. Et si vous croyez que la détérioration des monnaies locales observée en Turquie, en Argentine ou au Venezuela ne pourrait frapper le dollar américain ou la monnaie d'un autre pays développé, c'est que nous sommes simplement à un niveau de compréhension différent d'une même idée. Bitcoin représente une infrastructure monétaire fondamentalement différente et une solution plus résiliente pour notre avenir. Mais vous ne pourrez vous en convaincre que si vous comprenez préalablement d'où nous venons, où nous en sommes et vers où nous nous dirigeons en matière monétaire. L'économiste autrichien Friedrich Hayek écrit à propos du mécanisme des prix qu'il est le meilleur système de distribution de connaissances au monde, dans l'utilisation de la connaissance dans la société. Quand la masse monétaire est manipulée, le système de prix est faussé
et il communique de fausses informations à l'ensemble de l'économie. Quand une telle manipulation est perpétrée pendant 30 voire 40 ans, d'importants déséquilibres dans l'activité économique se créent. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. En dernière analyse, l'échec de l'or s'incarna dans le dollar et l'échec du dollar se manifesta dans la distorsion de prix qu'il créa et qui fut exacerbée par l'assouplissement quantitatif. La promesse de Bitcoin, c'est d'offrir une solution à ces deux problèmes. Puisque l'offre de Bitcoin est fixe et ne peut être manipulée, il va inévitablement devenir le système de formation de prix le plus fiable au monde et par conséquent le meilleur système de distribution de la connaissance. La volatilité que l'on observe aujourd'hui n'est rien d'autre que le phénomène logique de découverte de prix qui se dessine, tandis que l'adoption de Bitcoin passe d'un ordre de grandeur à l'autre sur le chemin de l'adoption totale. Les économistes de salon moquent la volatilité de Bitcoin comme s'il était possible de passer de l'inexistant à une forme monétaire stable en un clin d'œil. C'est totalement absurde. Vijay Boyapati sur Stéphane Livera Podcast. Voilà, donc ce premier texte se termine sur cette citation de Vijay Boyapati. On a aussi une petite note de bas de page sur le terrier de lapin. Donc, Rabbit Hole, expression anglaise faisant référence au roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, souvent utilisée dans les milieux Bitcoin pour décrire métaphoriquement le long et tortueux chemin de compréhension de Bitcoin. Ouais, donc juste un petit mot ici avant de passer dans un instant au deuxième article intitulé « Bitcoin ne peut être copié », qui est une réfutation efficace d'un FUD commun et je t'encourage vraiment à l'écouter dans la foulée. Là, on était sur une intro où Parker présentait ses motivations, son processus d'apprentissage perso, etc. Je voulais juste dire à quel point je partage son expérience lorsqu'il nous raconte que c'est en se posant la question « c'est quoi la monnaie ?» et en essayant d'y répondre que Bitcoin a commencé à prendre tout son sens pour lui. Alors il nous parle d'évolution de la monnaie, d'or, et mentionne le livre « L'étalon Bitcoin » de Saif Dinamous, un livre à lire à tout prix, dont j'ai lu un résumé dans l'épisode numéro 9, si tu veux en avoir un aperçu. Et puis, pour commencer à explorer un peu l'histoire de la monnaie, je te conseille d'écouter les épisodes 2 à 5 de ce podcast, un scénario optimiste pour Bitcoin de Boyapati. Et puis bien sûr, il y a la vidéo L'évolution de la monnaie qui est postée sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est tout. On enchaîne avec le deuxième article. Graduellement d'abord, puis soudainement, deuxième article de la série, Bitcoin ne peut être copié. Et donc là, l'article commence par cette petite note qui nous indique que dans cet article, Bitcoin avec un grand B désigne le réseau, tandis que le Bitcoin avec un petit b désigne son actif. Bitcoin ne peut être copié. Enfant, nous avons appris que l'argent ne pousse pas sur les arbres. À l'échelle de la société, en revanche, nous avons été conditionnés à penser que ce n'est pas seulement possible, mais normal et nécessaire, qu'il s'agirait d'une fonction productive de notre économie. Avant Bitcoin, ce privilège était réservé aux banques centrales. Après Bitcoin, Pierre, Paul et Jacques ont l'air de penser qu'eux aussi peuvent battre monnaie. C'est l'audace qui transpire fondamentalement chez tous ceux qui essaient de créer une copie de Bitcoin. Que ce soit par un hard fork du consensus, Bitcoin Cash, par un clonage de Bitcoin, Litecoin, ou par la création d'un nouveau protocole présentant de meilleures fonctionnalités, Ethereum, il s'agit à chaque fois du lancement d'une nouvelle forme de monnaie. Si Bitcoin y est parvenu, pourquoi pas nous ? De là où nous sommes en 2019, nous assistons à la première monétisation d'un bien économique, Bitcoin, sur le libre marché depuis des milliers d'années, le dernier étant l'or. Plutôt que de s'arrêter pour contempler l'ampleur de cette réalité, ou comprendre comment cela est possible en premier lieu, la plupart des gens ignorent cet événement et se concentrent sur la construction d'une alternative destinée à résoudre un problème dont hier encore ils ignoraient l'existence. Tout le monde veut faire fortune rapidement, et tant qu'il y aura de l'argent à faire, il y aura des alchimistes. Ceux qui essayent de copier Bitcoin sont les alchimistes de notre temps.
Ils nous disent que Bitcoin est trop lent et créent donc une copie plus rapide, ou bien ils nous disent que Bitcoin n'est pas capable de traiter le volume de transactions nécessaires au fonctionnement de l'économie mondialisée et créent donc une copie à plus grande échelle. Ensuite, ils nous expliquent que Bitcoin est trop volatile pour être une monnaie et créent donc une copie plus stable. Idem, parce que Bitcoin est trop rigide et qu'il devrait être plus programmable, ils s'attellent à créer une version plus flexible. Souvent, ils vont même jusqu'à affirmer que leur dernière création n'a pas vocation à être monnaie, mais serait plutôt une solution facilitatrice de paiement ou un jeton donnant accès à un service ou même un ordinateur mondial alimenté par du gaz. Ils essaient aussi de nous convaincre des bienfaits d'un monde où s'échangent des centaines, si ce n'est des milliers de monnaies différentes. Mais ne vous y trompez pas, il s'agit à chaque fois de leur propre tentative d'émission monétaire. La proposition de valeur de Bitcoin. Si l'utilité principale, pour ne pas dire unique, d'un actif est l'échange contre des biens et services, et qu'il ne représente pas un droit sur les revenus générés par des actifs productifs, comme des actions ou des bonds, c'est qu'il doit nécessairement concourir pour le rôle de monnaie et il n'y parviendra que s'il présente des propriétés monétaires crédibles. À chaque ajout de fonctionnalité, les falsificateurs de Bitcoin signalent leur incapacité à comprendre les propriétés qui confèrent une valeur à Bitcoin ou le rendent viable comme monnaie. Lorsque le code du logiciel Bitcoin a été publié, le Bitcoin n'était pas de la monnaie. Et aujourd'hui encore, le code informatique de Bitcoin n'est pas de la monnaie. Vous pourriez copier le code de Bitcoin demain ou créer votre propre alternative dotée de nouvelles fonctionnalités avec la certitude qu'elle ne sera pas considérée comme monnaie par ceux qui traitent le Bitcoin comme tel. Bitcoin est devenu de la monnaie au fil du temps seulement parce que le réseau Bitcoin a développé des propriétés émergentes qui n'existaient pas à ses débuts et qui sont désormais presque impossibles à répliquer. De telles propriétés ont émergé organiquement à mesure que des agents économiques dispersés aux quatre coins de la planète ont spontanément et individuellement évalué Bitcoin et décidé d'y stocker une partie de leur patrimoine. Au fur et à mesure que la valeur de Bitcoin a cru, il est devenu de plus en plus décentralisé et, de fait, il est devenu de plus en plus difficile d'altérer les règles de consensus du réseau, d'invalider ou d'empêcher la réalisation de transactions par ailleurs valides, ce que l'on désigne souvent comme la résistance à la censure. On peut raisonnablement avancer que Bitcoin n'est pas suffisamment décentralisé ou résistant à la censure, mais bien que ce soit peut-être le cas, il y a d'autres considérations qui sont bien moins discutables. Bitcoin est, de loin, le système monétaire le plus décentralisé et résistant à la censure au monde, et ce, même si on le compare aux monnaies étatiques traditionnelles, aux autres monnaies digitales ou aux biens monétaires historiques comme l'or. Bitcoin a de la valeur parce qu'il est décentralisé et résistant à la censure. Ce sont ses propriétés qui sécurisent et renforcent la crédibilité de l'offre limitée à 21 millions, c'est-à-dire la raison pour laquelle c'est une réserve de valeur. Troisièmement, Bitcoin devient de plus en plus décentralisé et résistant à la censure à mesure que sa valeur augmente et que le réseau passe à l'échelle dans de nombreuses dimensions. Finalement, cet enchaînement causal se répète. Et donc là, on a un petit diagramme qui suit, qui nous présente sur la gauche un feedback loop, donc une boucle de rétroaction positive, où on voit bien qu'avec un nombre croissant de mineurs, plus on a de mineurs, plus la sécurité du réseau s'améliore, ce qui génère davantage de confiance, ce qui attire plus d'utilisateurs, ce qui permet une appréciation du prix et qui attire plus de mineurs et donc toujours plus de sécurité, ainsi de suite. Et puis on a la courbe d'émission du Bitcoin où on voit bien qu'assez rapidement cette courbe qui part de 0 en 2009, eh bien elle tend vers 21 millions. Les systèmes monétaires tendent à être uniques. Les systèmes monétaires n'aiment pas la concurrence. Chaque monnaie fiat, bien monétaire ou crypto-monnaie est en compétition pour exactement le même cas d'usage que le Bitcoin, que cela soit compris ou non, et les systèmes monétaires tendent au monopole car leur utilité, c'est la liquidité et non la consommation ou la production. Lorsqu'il s'agit d'évaluer un système monétaire,
L'irrationalité consiste à opter pour un système accueillant moins de valeur, présentant moins de liquidité et étant doté d'une sécurité moindre, alors qu'il existe une alternative meilleure dans toutes ses dimensions. Le simple bon sens nous en convainc. Imaginons que vous ayez travaillé pendant 2 semaines et que votre employeur vous propose de vous payer soit dans une monnaie utilisée par 1 milliard de personnes, soit dans une autre utilisée par seulement 1 million de personnes. Laquelle choisiriez-vous ? Demanderiez-vous 99,9% de votre salaire dans la première et 0,1% dans la seconde ? Ou prendriez-vous le même risque qu'1 milliard d'autres personnes ? Si vous vivez aux États-Unis mais que vous voyagez en Europe 1 semaine par an, est-ce que vous demandez qu'un 52e de votre salaire vous soit payé en euros ou vous contentez-vous du dollar ? En pratique, la plupart des gens n'utilisent qu'une seule monnaie comme réserve de valeur, pas du fait de l'absence d'alternative, mais plutôt parce qu'il s'agit de l'actif le plus liquide dans leur zone économique. Tout détenteur de bolivars vénézuéliens ou de pesos argentins utiliserait plutôt le dollar s'il le pouvait. De la même manière, chaque personne décidant de spéculer sur une copie de Bitcoin fait le même choix irrationnel qui consiste à détenir un actif moins liquide, existant nativement sur un réseau moins sécurisé. Bien qu'il existe actuellement des systèmes monétaires supérieurs à Bitcoin de par la taille et la liquidité, l'euro, le yen, le dollar, etc., les personnes qui choisissent tout de même de stocker une partie de leur richesse dans Bitcoin le font en général parce qu'ils sont convaincus que c'est plus sécurisé. Décentralisation, résistance à la censure, offre fixe et absolument limitée, réserve de valeur. Plus encore, ils le font parce qu'ils anticipent que d'autres arriveront à la même conclusion et qu'ainsi la liquidité et la vendabilité de Bitcoin augmenteront. Bitcoin ne peut être copié. De nombreuses personnes créant des monnaies numériques ne veulent ni admettre, ni accepter que leur création ne peut réussir qu'en étant monnaie. Ceux qui spéculent sur ces actifs échouent à reconnaître que les systèmes monétaires tendent au monopole, ou alors croient naïvement qu'ils vont réussir à faire mieux que Bitcoin. Pourtant, aucun d'entre eux ne parvient à expliquer comment leur crypto-monnaie préférée pourrait être plus décentralisée ou plus résistante à la censure que Bitcoin, ou comment elle pourrait développer une meilleure liquidité. D'ailleurs, il est très probable qu'aucune autre monnaie numérique n'obtienne jamais le niveau de décentralisation et de résistance à la censure nécessaire à la crédibilisation de leur politique monétaire. Comme le synthétise très bien Amos dans l'étalon Bitcoin, et là l'auteur insère un petit arbre décisionnel tout simple qui s'intitule « Schéma décisionnel blockchain » ou « Comment décider si vous avez besoin d'une blockchain ». Alors c'est très simple, il y a une question et puis 2 réponses selon si on répond oui ou non à la question. La question c'est « Avez-vous besoin d'une monnaie digitale ?» Première option est non. N'en ai pas besoin, eh bien, vous n'avez pas besoin d'une blockchain. Et deuxième option, oui, eh bien, utilisez Bitcoin, la seule blockchain qui fonctionne. Le Bitcoin a de la valeur non pas en vertu d'une fonctionnalité particulière, mais au contraire parce qu'il réalise la promesse d'une rareté numérique absolue qui fonde sa propriété de réserve de valeur. La crédibilité de la rareté de Bitcoin et de sa politique monétaire n'existe que parce qu'il est décentralisé et résistant à la censure, ce qui en soi n'a pas grand-chose à voir avec son code informatique. Dans l'ensemble, cette crédibilité conduit à l'adoption et l'augmentation de la liquidité, ce qui, en retour, renforce la valeur du réseau Bitcoin. Au cours de ce processus, les individus délaissent les systèmes monétaires inférieurs. Et c'est justement pour cela que les propriétés émergentes de Bitcoin sont presque impossibles à répliquer et que Bitcoin ne peut être copié ou supplanté. Puisque le Bitcoin existe déjà comme option, ces propriétés monétaires se renforcent au cours du temps et à plus grande échelle au détriment des systèmes monétaires de qualité inférieure. Il est probable que nul ne puisse parvenir à cette conclusion sans avoir préalablement compris que 1. Le Bitcoin a une offre finie, c'est-à-dire il est absolument rare.
2. Le Bitcoin a de la valeur parce qu'il est absolument rare. 3. Les systèmes monétaires tendent au monopole. Vous pouvez arriver à une conclusion différente, mais lorsqu'il s'agit d'envisager s'il est possible de copier ou concurrencer, supplanter le Bitcoin, il vaut mieux utiliser ce schéma d'analyse plutôt que de se contenter de comparer les différentes fonctionnalités des concurrents. Il est également important de reconnaître que nos conclusions personnelles, qu'il s'agisse des miennes ou des vôtres, n'ont pas d'impact sur la situation. Au contraire, la seule chose qui compte, c'est ce que croit collectivement le marché et vers quoi les agents vont se tourner en matière de réserve de valeur sur le long terme. Chaque jour apporte une nouvelle démonstration empirique, mécanisme de prix et valeur du Bitcoin, du fait que le marché pense que le Bitcoin est différent, et ce, malgré le bruit qui l'entoure. Avant de vous lancer dans la spéculation, essayez de comprendre pourquoi Bitcoin fonctionne et pourquoi il est unique. Inévitablement, quelqu'un vous vantera les mérites de son alternative ou vous fera l'apologie d'une fonctionnalité différenciatrice. Rappelez-vous alors que le marché, sur ces 10 dernières années, lorsque confronté à la même question, a considéré le pour et le contre et a, pour des raisons bien rationnelles, systématiquement préféré le Bitcoin à toutes les alternatives. Le gouvernement de la minorité. Nassim Taleb explique comment une très faible minorité intransigeante peut imposer ses préférences à la majorité, ce qu'il désigne comme le gouvernement de la minorité. Bitcoin, et les systèmes monétaires en général, sont une parfaite exemplification de ce phénomène. Si une petite minorité partage la conviction que le Bitcoin a des propriétés monétaires supérieures et refuse systématiquement toutes les alternatives, tandis que la masse des autres participants de marché moins convaincus acceptent et le Bitcoin et les autres monnaies, c'est la minorité intransigeante qui l'emporte. C'est d'ailleurs exactement ce que l'on observe dans la course mondiale à la suprématie monétaire. Une petite minorité de participants du marché a décidé que seul le Bitcoin est une solution viable et rejette donc toutes les alternatives, tandis que la majorité accepte le Bitcoin ainsi que de nombreuses autres monnaies. Parce qu'elle est profondément intransigeante, la minorité impose lentement sa préférence à la majorité. Dans l'univers des monnaies numériques, diversifier son portefeuille en détenant un peu de tout, c'est s'exposer à ce que la foule, ou plutôt la minorité intolérante, choisisse pour vous votre future monnaie et se condamner à n'épargner qu'une fraction de ce qui aurait été possible autrement. Tâchez d'évaluer consciencieusement le pour et le contre et considérez le gouvernement de la minorité intransigeante avant d'échanger votre valeur durement gagnée contre un prospectus. Après tout, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et l'article conclut sur cette citation. Bitcoin est une innovation cryptographique remarquable et la capacité à créer quelque chose d'impossible à dupliquer dans l'univers numérique renferme énormément de valeur. Eric Schmidt, ancien PDG de Google. Enfin, on a 2 notes de bas de page. La première, dans Ethereum, le gaz est l'unité de compte utilisée pour calculer les frais d'exécution d'un contrat intelligent. En pratique, chaque action de base a une tarification fixe en gaz et à l'aide du prix du gaz en Ether, qui lui fluctue, on peut calculer le coût en Ether de l'exécution d'un contrat. Deuxième note, la vendabilité est un concept économique qui décrit la propension d'autres personnes à accepter un bien comme monnaie, c'est-à-dire comme contrepartie d'un échange. Plus la vendabilité d'un bien monétaire est élevée, plus il existe de partenaires d'échange potentiels et donc plus le bien est liquide et utile au sens monétaire. Voir l'étalon Bitcoin, Safe Dynamos. Avec ce deuxième article de la série Graduellement d'abord puis soudainement, Parker Lewis vient donc réfuter l'idée selon laquelle Bitcoin peut être copié. C'est une critique qui est souvent formulée un petit peu de la manière suivante. Bitcoin, en fait, c'est qu'un cryptoactif parmi des milliers d'autres, et puis chacun peut en créer à souhait.
Donc Bitcoin, c'est pas si rare que ça peut pas avoir tant de valeur. Et en fait, effectivement, les crypto-monnaies sont pas rares. N'importe qui peut à tout moment cloner la base du code open source de Bitcoin et lancer sa propre monnaie. Mais il ne peut pas cloner l'acceptation, la notoriété du nom, de la marque et la sécurité dont seul le réseau Bitcoin peut se prévaloir. Donc il y a des gens qui clonent Bitcoin depuis 2011, mais aucun de ces clones n'a réussi à égaler la capitalisation boursière et l'effet réseau de Bitcoin. Et il y a Michael Saylor, le CEO de MicroStrategy, un vrai vétéran de la tech, qui a été témoin en direct de l'essor des géants GAFAM. Il nous rappelle un fait important à ce sujet. Il dit, prenez une entreprise ou une plateforme technologique qui est dotée d'un effet de réseau. Dès lors qu'elle atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars et qu'elle a aucun concurrent de même calibre en vue, elle a toutes les chances de confirmer sa dominance outrageusement grâce aux effets réseau et à la dynamique du gagnant rafle presque tout. Bitcoin, qui a dépassé les 100 milliards de dollars de capitalisation boursière pour la première fois en 2017, n'a cessé d'affirmer sa domination en tant que monnaie numérique pure et réserve de valeur tout au long de son histoire. Voilà, on va se quitter sur ce constat sans appel de Michael Saylor, à la fois très bullish, très optimiste et très convaincant comme toujours. Je te remercie pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Le temps, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. Alors vraiment, j'espère que tu as bien profité de cette lecture. Je pense pouvoir produire des épisodes de plus grande qualité dans les semaines à venir. Il y a des trucs à bosser au niveau de la lecture, au niveau du montage, etc. Il y a de belles marges d'amélioration possibles. Alors, si tu veux être informé de la sortie des prochains épisodes, eh bien, abonne-toi au podcast. Et puis vraiment, partage-le autour de toi, dans ton réseau, sachant que le moment est assez idéal pour démarrer l'apprentissage de Bitcoin. Voilà, on se donne rendez-vous pour la suite de la série. Ciao!